Vendredi 5 janvier. Je viens d'emménager dans la barrière de corail où je passais chaque grande vacances d'été durant mon enfance. Elle est magnifique et je l'adore. Elle vient de m'être léguée par mon aïeul avant qu'il ne parte pour une destination secrète, ou plutôt une exploration jamais faite. Je le soupçonne de rechercher l'entrée de la mer Creuse, car son laboratoire est rempli de références à cette ancienne légende. Des cartes anciennes, des pierres rares et gravées d'étranges signes, ainsi que d'innombrables ouvrages sur ce sujet. Avant de partir, il me confie les clés de son château de corail et me fit prêter serment de protéger toutes les créatures des environs. Celles-ci en retour me serviront fidèlement comme elles ont servi mon aïeul. Soudainement, dans le grand hall, la vieille horloge de Belle Tatakat sonna 7 coups, annonçant l'heure du départ de l'expédition tout entière. Une multitude de créatures marines sont présentes avec mon aïeul, prêtes pour l'accompagner. Il y a même un vénérable kraken qui trépigne d'impatience. Mon aïeul nous fait un dernier adieu, puis toute l'expédition prend la route vers les territoires inconnus du Grand Nord. Samedi 6 janvier, ce matin pas un bruit, tout est calme. Quelle contradiction par rapport au vacarme de la veille. Quelques petits poissons clowns nagent par ici et par là, récupérant des coraux et des crustacés pour faire leur nid ou pour se nourrir. Après un copieux petit déjeuner d'algues fraîches, je décide de faire le tour de la barrière de corail. Après une première visite, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Je décide donc de me mettre au travail en commençant par boucher les trous de la toiture de coquillage du château. Je vais engager quelques poissons pour m'aider, un millier devrait suffire pour commencer. Voilà une journée que l'expédition est partie. Je décide de ranger le vieux laboratoire de mes ancêtres. J'ai toujours rêvé d'en faire ma chambre. Mais quel fatras! Après un méticuleux rangement, je trouve un vieux carnet caché sous une marche. Sa couverture arbore le nombre 1717 en lettres d'or, ainsi que d'étranges pictogrammes. C'est le journal de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Il y a aussi une mystérieuse carte des environs très bien dessinée, ainsi que des annotations sur le voisinage de notre barrière de corail. Quelle jolie trouvaille! Dimanche 7 janvier. Cousin Tutu est venu me rendre visite. Il voulait discuter avec mon aïeul pour des contrats commerciaux et des ventes de perles précieuses. Il fut surpris de ma présence. Je ne l'avais pas vu depuis quelques années. La dernière fois que la famille s'était réunie, c'était pour le mariage de Belle Tatakat. Nous passons la matinée autour d'un bon hydromel de varech bleu en nous remémorant nos années d'enfance. Nos souvenirs d'école avec le vieux proviseur Kraken, qui était toujours en vie d'ailleurs. Quelle longévité ce vénérable poulpe qui a toujours réponse à tout. Vers midi, un jeune et beau requin nommé Apollon passe nous voir. Lui aussi voulait rencontrer mon aïeul. C'était un requin recruteur de l'ordre des tueurs de Kraken. Quand je lui appris qu'il était parti, il se lamenta que son armada garantissait la paix sur ce continent. Cousin Tutur me proposa alors de rentrer dans sa guilde marchande. Mieux vaut faire du commerce que la guerre. C'est beaucoup moins risqué pour ma carapace. Dégage, Apollon, va donc goûter ailleurs. J'ai cru qu'ils allaient venir au nageoire. Pour calmer la dispute entre les deux mâles, je remplis mes ouïes profondément et éclata d'un rire communicatif. J'ai déjà assez de travail avec les réparations du château de corail ainsi que du laboratoire avant de m'engager dans une autre aventure. Cousin Tutur me propose quand même de l'accompagner pour visiter les locaux de la société familiale. Une fois arrivé là-bas, il me présente à ses employés. Chonchon le requin s'affairait à tailler des morceaux de coraux rares et Kiki le crabe confectionnait des colliers de perles. C'était aussi le comptable de la boîte. Tous ne parlaient que des travaux d'agrandissement de leurs entrepôts, des futurs marchés qu'ils comptaient acquérir. Il y avait aussi un petit oratoire dédié à la déesse Aphrodite où les poissons et crustacés venaient déposer des offrandes et prier pour obtenir succès et prospérité. J'en profitais pour honorer les anciens rites comme les œillets auparavant, en déposant 1111 grammes d'algues bleues et 11 poissons d'argent. Puis je récita une prière. Cela me porterait sûrement chance. Sur le retour, je croise le chemin d'un jeune mort nommé Léonard. Il
me raconte qu'il cherche un travail d'architecte et qu'il a peine à nourrir sa famille nombreuse. Incroyable, c'est exactement ce que je recherche. Je l'engage immédiatement à mon service et lui propose d'aménager lui les siens sur ma propriété. C'est ainsi qu'une troupe de crustacés installe ses quartiers dans l'aile sud de Chiasto. 3 heures plus tard, mon nouvel architecte vient de découvrir un passage secret derrière une cheminée thermale. Un nombre est gravé sur la dalle d'entrée, 45-55, ainsi que d'étranges pictogrammes. Je réunis en toute hâte quelques poissons lumière. Ils vont m'accompagner dans ce sombre tunnel. L'endeuse 8 janvier. J'ai exploré le passage qui mène vers une succession de longs et étroits corridors. C'est un débarras obscur et rempli de vieilles reliques. Des portraits poussiéreux, des rangées de vieilles armures, un appareil à raclette, une collection de vieux disques en corail poli, un vieux coquillophone surplombé d'une grande conque. Il y a aussi de nombreux petits coffrets multicolores, des étagères remplies de bouteilles, de flacons, ainsi que tout un fatras d'objets et de meubles trop longs à énumérer. Je pense que personne n'a dû venir ici depuis des années, car j'ai trouvé une pile de magazines qui date de la dernière grande bataille. J'emporte le coquillophone ainsi que les anciens disques polis, je les lirai plus tard à la lumière du jour. Le soleil est déjà haut dans le ciel, tandis que je m'installe à l'ombre d'un récif avec mes nouvelles trouvailles. Ce vieux coquillophone n'est pas très compliqué à faire fonctionner. J'enclenche un des disques, celui qui est mauve. Le mécanisme de cette curieuse machine démarre, puis commence à léviter en tournant elle sur elle-même. Une douce musique sort de la conque, qui s'agite tel un instrument de musique magique. Je me mets à danser avec Flipper, tandis que tous les petits poissons et les petits crustacés présents dans les parages s'approchent de nous comme hypnotisés. Ils dansent autour de nous au gré des notes de musique aquatique. La musique raconte l'ancienne légende des notes d'or. Elles ouvrent le cœur, l'esprit et plus encore. Lorsque la musique s'arrête, nous entendons les cris d'un bébé poisson qui pleure. Ils proviennent de derrière le récif. Toute la troupe m'accompagne pour aller voir. C'est un minuscule poisson. Il n'a pas encore de jour. Sa mère le tient encore entre ses nageoires serrées contre elle. La malheureuse n'a pas survécu. Je ramène le petit orphelin au château et décide de m'occuper de lui ainsi que de tous les autres petits malheureux qui peuplent cet océan. J'ordonne à mon architecte de transformer l'aile ouest du château en orphelinat. Cette vieille bâtisse va enfin servir à quelque chose d'utile. Mardeuse 9 janvier. Quelle belle journée qui commence. Le soleil inonde les fonds d'une douce lumière chaude. Ces reflets dans le château de corail, une sublime beauté teintée des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est presque surréaliste, on se croirait dans un rêve. J'ai décidé d'emmener mes petits protégés en pique-nique au nord du domaine. Je connais bien cet endroit, nous y jouons souvent quand j'étais enfant avec mes cousins. Il y a une gigantesque grotte de cristal là-bas où les petits vont bien s'amuser à cache-cache. On dit qu'elles étaient habitées avant par un très vieux pirate nommé Rick le Rouge. Il y aurait même caché son trésor d'après la légende. Le reste de la journée se passe bien. Nous rentrons à l'orphelinat manger un bon bouillon de varech bleu, puis les petits poissons vont se coucher. Je leur raconte la légende de Rick le Rouge et du 19 999 Rébonador pour les endormir. Une fois les enfants endormis, je nage jusqu'à la boutique des Pacous pour leur faire une surprise. 22 heures. J'arrive près de la boutique et j'observe discrètement par la fenêtre ce qui se passe à l'intérieur. Kiki le crabe comptable tapote frénétiquement sur sa calculette en corail bleu, tandis que Cousin Tuture sort des coraux rares de sa carapace qu'il pose méticuleusement sur des petites étagères. C'est alors que j'entends le bruit d'un chant de ténor provenant de l'arrière-cour. C'est Raphaël, un employé de la PACU, qui chante un air d'opéra, tout en découpant une rêve fraîchement tuée sur une grosse table de corail noire remplie de sang. À côté se tient la pêche du jour, dans un filet. 3 poissons clowns, 2 maquereaux, un bar, une raie, un jeune mare et une jeune sienne qui sanglote. C'est horrible, je ne peux pas rester sans rien faire. J'imite alors la voix de Cousin Tuture. Je le fais depuis mon enfance, c'est facile pour moi.
Toi, dehors, va immédiatement nous chercher 4 bidons d'huile de baleine à l'épicerie du coin. Sinon, je te vire sur le champ, compris? Une fois le Breton parti, j'en profite pour libérer les captifs et les emmener avec moi au château de Corail. Une fois en sécurité, la jeune sirène me raconte que depuis quelques jours, des braconniers arpentent sans vergogne les fonds marins libres. Ils pillent les coraux, capturent les poissons et massacrent ceux qui leur résistent. Il faut les fuir pour espérer survivre car ils sont trop forts. Le baryton que j'ai rusé n'est pas non pas le seul à braconner. Je réalise soudainement que tout cela a commencé depuis que mon aïeul est parti. Lui et son armada ne sont plus là pour protéger les fonds aquatiques et les rôdeurs de toutes les écailles s'en sont aperçus. Ils sont maintenant libres de chasser sans vergogne, sans que personne ne les dérange et sans aucune crainte de représailles. Mercredi ce 10 janvier, j'ai installé les rescapés dans l'aile nord du château. Je sais que sa toiture est endommagée, mais au moins ils seront en sécurité là-bas à l'abri des braconniers. Je décide d'enquêter sur toute cette histoire. Je rends visite au vieux Gasparou, où il est là depuis si longtemps qu'il doit bien savoir quelque chose d'intéressant. Je lui apporte une bouteille de vieux cognac que j'ai trouvé dans la cave avant du château, ça devrait l'aider à parler. Le breuvage fonctionne tellement bien que l'ancien combattant me parle durant des heures. D'abord, il me conte ses récits épiques de la grande bataille, de ces millions de requins lézards qui l'accompagnaient au combat, de ses victoires face à des hordes de requins blancs, et bien sûr de comment il a tué lui-même un énorme kraken en l'étouffant avec ses propres tentacules. Plus il me parle et plus j'ai du mal à le croire. Je profite qu'il se resserve une rasade de cognac pour lui demander ce qu'il sait sur mon aïeul. Il me répond d'une voix tremblotante. Oui, alors, j'avais presque oublié ton oncle. Il m'a confié à ton attention un petit coffret très précieux avec un message extrêmement important à l'intérieur. C'est une carte au trésor, je crois, et il est ici pour sauver le monde, mais je l'ai perdu avec mon appareil à raclette, je suis bien annoncé. Je lui demande s'il est au courant du sujet des braconniers qui arpentent les fonds marins et qui causent tant de dégâts. Il me répond que la chasse est traditionnelle ici et que quelques vieilles roussettes périssent quelquefois. Il n'y a rien de grave à cela. Mais quand je lui apprends que des sirènes sont agressées et capturées, il fait une toute autre mine. Oui, alors, tout ça, c'est à cause de la ruée vers les perles précieuses rares. Depuis qu'on en a trouvé ici, de nombreux prospecteurs sont venus s'installer. Pas étonnant que des requins de toutes écailles les aient suivis et engendrent maintenant le chaos. Ça ne serait jamais arrivé du temps où ton oncle était présent. Lui, il savait faire régner l'ordre et la justice. On le craignait et tout le monde se tenait à carreau. Et les temps changent. Puis il commence à me parler de politique, de l'élection de Donald Trump par El Chapo, un révolutionnaire qui s'est enfui dans les bas-fonds après avoir sorti de son poste de président le Parti conservateur. C'est là que je décroche, je prétexte un rendez-vous important pour m'éclipser, puis je rentre directement au château de Corail. Jeudi 9 janvier, des réfugiés se présentent à l'entrée du château de Corail. C'est une famille d'homards qui recherchent leur père. Ils ont entendu dire que des rescapés avaient trouvé refuge ici. Je les emmène dans le nord où j'assiste à leur retrouvailles. Je suis heureuse de partager un tel moment de bonheur avec eux. Ils resteront le temps qu'il faudra. Les fonds marins d'autrefois libres n'offrent plus la sécurité d'avant. Mon architecte calcule qu'il lui faut encore 6666 € pour terminer les réparations de l'orphelinat. Je ne sais pas où je vais trouver une telle somme. Il me faut la générosité d'un riche bienfaiteur pour rassembler les fonds nécessaires. J'ai une idée, je vais organiser un gala de charité demain soir. Décorer les grands halls et inviter un maximum de personnes. La nuit tombe, les petits poissons sont couchés, mais je remarque que le petit maudit a disparu. Il était pourtant là au repas de ce soir. Je vais aller me promener au centre-ville, il faut que je fasse de la publicité pour le gala de charité de demain. Et que je rencontre le plus de personnes possible. Presque minuit, j'arpente la mairie puis la taverne. J'entends la voix du petit maudit, mais je ne le trouve pas. Vendredi 12 janvier, tout le monde s'agite pour préparer la fête de ce soir. Je redonne un air de jeunesse à cette immense bâtisse. C'est l'heure du grand ménage,
Tous les nouveaux habitants du château m'aident dans la bonne humeur à nettoyer l'endroit. Nous vidons les débarras et les caves. Il y a plein de mobilier inutilisé qui vont pouvoir servir pour l'installation de l'orphelinat. Midi, la jeune sirène m'appelle. Elle a trouvé un conduit secret qui mène à une lourde porte circulaire en basalte noir ressemblant à celle d'un titanesque coffre-fort. Il y a un mécanisme au centre pour déclencher l'ouverture. Il est composé de 12 petites roues surmontées chacun de 20 étranges symboles, ainsi qu'un minuscule serrure. Je me demande ce que tout cela cache. Je verrai ça quand j'aurai du temps libre. J'ai une gala de charité organisée et des invités à ne pas décevoir. Samedi au 13 janvier, le gala de charité fut une grande réussite. Poissons, crustacés, mammifères et mollusques ont montré qu'ensemble un monde meilleur était possible. Nous avons inauguré officiellement l'orphelinat en grande pompe sous les cabrioles de Flipper, mon fidèle dauphin. C'était vraiment magnifique, les enfants étaient aux anges et tous les invités sont repartis ravis. J'ai pu en profiter pour en apprendre plus sur cette société insulaire. Pour commencer, il y a les nombreux politiciens du parti BIF, le parti conservateur au pouvoir actuellement. C'est eux qui tirent les ficelles et administrent le gouvernement. Ils aiment se montrer avec les artistes en vogue, les acteurs, les comiques, les mannequins, les sportifs de haut niveau. Et surtout les musiciens regroupés au sein de l'orchestre du Grand Tag, c'est très bon pour leur image. Ils entretiennent aussi des relations avec la noblesse locale, dont un ordre de chevalerie nommé la K, qui s'occupe de faire régner l'ordre dans les fonds marins. Ils sont en guerre contre un gang de rebelles hors la loi qui écume les fonds marins, les fils de l'anarchie. La grande firme océanique qui gère les hypermarchés et les grandes surfaces se nomme la UW. C'est Belle Tatakat qui en est la présidente directrice générale. Elle adore faire trimer ses employés et engager de nouveaux secrétaires. Quelques équipages rivalisent également, comme la Revanche Céleste et son équipage, les Loups de mer, conduit par le vieux capitaine Bartimux. Cette frégate était mystérieusement suivie par un étrange iceberg jonché de bouteilles de rhum, repère d'éther, un vieux phoque alcoolique et radin. Dogalion, le Grand Banc et la Vière regroupaient des marins nomades qui se protégeaient mutuellement durant leur périple. Les rapides sloops des tueurs de kraken arpentaient les mers. Un club de surf, la OOO, occupait la baie de Ganesh, tandis qu'un groupe d'écologistes, la WWF, protégeait les créatures aquatiques des maudits baleiniers. Les gardiens de la galaxie gardaient les phares frontaliers pendant que le club des 5 étudiait les fonds marins. Et il y avait enfin le CDS qui convoyait illégalement des produits prohibés, finançait des actions révolutionnaires. Son mouvement idéaliste avait pour chef emblématique le charismatique et célèbre El Chapo, qui était toujours épaulé de son fidèle lieutenant et ami El Mayo. Dimanche au 14 janvier, vie de tempête, je ferme les volets des fenêtres et calfeutre les portes avant de m'installer confortablement avec tous mes orphelins. Même le petit maudit est là. Nous en profitons pour éplucher les carnets trouvés dans le débarras secret. Peut-être allons-nous en trouver des réponses à toutes nos questions. J'entends sonner midi, je file à la boutique des Pacous. J'ai promis à cousin Tutur de tenir la réception aujourd'hui. La salle se remplit vite de nombreux habitués qui fuient la tempête. Kiki et Marinou sont venus partager un moment de détente autour d'une bonne boisson. L'ambiance est bonne jusqu'à ce qu'une dispute éclate entre Damoclès et Monsieur B pour une stupide histoire d'orthographe. Le ton monte, puis les deux protagonistes se livrent en duel sans merci. Damoclès et Monsieur B en viennent finalement aux nageoires, mais quelle rigolade! Après un violent pugilat où aucun ne prend le dessus, Monsieur B se recule pour prendre de l'élan avant de charger férocement le bec en avant. Damoclès lui jette alors sa cape au visage avant de le saisir et de l'envoyer agilement sur un petit tonneau où son bec reste coincé. Aveugle et assommé, son compte est bon. Damoclès le jette dehors sur un morceau de banquise à la dérive. Je ferme finalement la boutique et rentre au château pour inspecter les derniers travaux. Mon architecte a travaillé à merveille, le château de corail est resplendissant. C'est sans nul doute la plus belle bâtisse à 1000 palmes d'ici. Je fais manger mes petits orphelins avant de les border et de leur raconter l'histoire de la petite sirène pour les endormir. Je me souviens alors que cousin Tutur m'avait dit qu'il y avait une fête ce soir en l'honneur d'une VIP.
J'étends le dortoir et me rends dans ma chambre où j'enfile rapidement une robe de soirée. Je descends de mon petit scooter des mers. La soirée est bien entamée, la boutique semble vide. Aucune lumière à l'intérieur. Où sont-ils bien passés? J'ouvre la porte, n'est même pas fermée à clé. N'importe qui pourrait venir les cambrioler, ça ne ressemble pas à leurs habitudes. À peine suis-je rentré que les lumières s'allument et que les pacous sortent de leur cachette. C'est une fête surprise, j'aurais dû m'en douter. L'an 15 janvier, je fais la grasse matinée. Je ne sais plus trop comment je suis revenu de la fête improvisée de la veille. J'ai dû abuser du Varec 27 ou du Sky que distribue régulièrement R2D2 aux convives. Mes oreilles bourdonnent encore un peu. C'est vrai qu'hier la musique était très forte. Cousin Tutur a joué de son coquillophone si fort que vers minuit Papy était revenu se plaindre qu'il ne pouvait pas dormir. Midi, R2D2 vient nous aider à préparer le repas des orphelins. Il a apporté son dessert préféré, du flan d'huile de baleine. Il sifflote qu'une course est organisée en fin d'après-midi. Il regrette que son copilote soit porté malade. Il cherche quelqu'un pour le remplacer. Il a entendu dire au partisan de Tutur que j'étais très doué pour les courses. C'est bien vrai, quand nous étions enfants, j'arrivais toujours devant lui. Le repas terminé, je montre Droïde mon petit scooter des mers. C'est le cadeau d'anniversaire pour mes trésors de mon aïeul qui m'avait expliqué sa provenance. Je l'ai payé une fortune, mais rien n'est trop beau ni trop cher pour ma petite princesse du Brunei. C'est un super voilier cosmopolite, modèle 300, construit dans l'Indo-Pacifique. Il peut monter à 100 palmes à l'heure en moins de 7 secondes. Une véritable bête de course. Ne le dis surtout pas à ta mère, elle aurait bien trop peur et me reprocherait ce cadeau à coup sûr. Je m'en suis servi souvent pour explorer l'océan durant mon adolescence. Le petit robot vilain commençait à devenir fou et à tournicoter dans tous les sens et à clignoter de toutes les couleurs. Il se cogna contre une bâche qui recouvrait un étrange véhicule et s'en mêla dedans avant de finir dans le bas de l'établi sous les chutes de nombreuses pièces détachées. Quelle rigolade! Après l'avoir libéré, celui-ci s'affaira à trafiquer mon petit scooter tout le reste de l'après-midi. 17h moins 10, nous y sommes, prêts sur la ligne de départ. Il y a au moins 25 participants prêts à en découdre. J'enfourche mon petit scooter à des mers trafiqué par R2D2 qui s'installe à l'arrière. Monsieur B est juste à ma gauche sur son GTR Marlin de compétition sponsorisé par la UW. C'est le favori. Il gagne chaque course depuis 3 ans et compte encore remporter celle-ci facilement. Je vais leur montrer qu'il est un peu rapide à tous ces autochtones. Sauf R2D2, on va leur remettre pour la vue. 22 heures où tous les parcours sont en liesse et nous félicitent pour ma victoire et se réjouissent de comment j'ai coiffé mes concurrents avec brio. Gasparou nous fait même sa célèbre danse qu'il garde pour les grandes occasions. Cela n'a pas été facile, mes adversaires, Donald Trump et Reiser, ont été disqualifiés. Ils ont quand même continué la course. Cette compétition était une étrange foire d'empoigne. Yaya est parti dans le mauvais sens et a percuté Delphine. Amazon et Johnny Dale sont sortis de la piste. Marino a cramé son moteur. Le terrain est tombé en panne sèche, trop radant pour n'avoir pas fait le plein complet. Monsieur B. Hondi ont bien tenté de me rattraper, mais sans succès. Mon petit scooter des mers trafiqué par R2D2 était bien plus rapide et maniable que leur Marlin de luxe ou espadre de compétition. La ligne d'arrivée franchie, Reiser continua sa folle cavale. On aurait dit qu'il était vraiment poursuivi. Il passe après du podium et s'empare de la coupe du vainqueur dans la stupéfaction générale. Delphine tenta bien de l'arrêter, mais l'inversa rapidement les rôles et la kidnappa devant toute la tribune d'honneur avant de disparaître mystérieusement au fond d'un récif.